Chers amis du FeedMed Provence édition 2020, bonjour ou rebonjour pour celles et ceux qui ont assisté à l'ouverture officielle de notre événement tout à l'heure avec Stéphanie Ragu, présidente de Manysoft. Voici donc la première de ces deux conférences qui vont marquer le FeedMed Provence 2020. Je vous rappelle que nous sommes au Pôle Média Belle de Mai et que nous remercions la ville de Marseille pour nous y accueillir, et plus particulièrement Marseille Innovation, puisque nous sommes dans les locaux précisément de Marseille Innovation, que vous connaissez bien, la pépinière bien connue sur notre territoire. Et nous remercions évidemment son président Denis Liotta, sa directrice générale Laurence Olivier, et Laurence qui nous accueille ici sur ces lieux dès ce matin pour organiser ce FeedMed de Provence 2020. Alors, un premier plateau, évidemment, vous allez le constater tout au long de cette matinée, avec comme fil rouge, finalement, un point d'étape, on va l'appeler comme ça, dans la période si inhabituelle que nous vivons. Une période marquée bien sûr par la crise, par les crises, ai-je envie de dire, sanitaires et économiques. Alors, je dois vous préciser que ce matin, nous sommes parfaitement sanitairement corrects. Les micros ont été désinfectés, les micros ont des bonnettes, vous le voyez, bleues à l'effigie ou en tout cas aux couleurs du FeedMed, et nos intervenants sont espacés, donc les distances sociales sont maintenues et respectées. C'est ainsi que nous pourrons vous parler ce matin non masqués, et c'est, ma foi, bien plus agréable comme cela. Donc vous nous suivez ce matin en live, chers amis, sur le Facebook de FeedMed Provence, le Facebook de Manysoft et notre chaîne YouTube FeedMed Provence. Alors, je vais d'abord vous présenter les invités de cette première conférence, dont le thème, je vous rappelle, est « Financement de la croissance, post-Covid, point de suspension ». D'abord, François Gérard, par ordre d'apparition à l'écran, qu'on va voir tout de suite. François, bonjour, merci d'être là. Vous êtes associé chez JSA Prado Assurance. Merci d'être à nos côtés. Alexandra Béard, maître Béard, bonjour. Vous êtes une habituée du FeedMed et nous vous remercions d'être avec nous. Vous êtes avocat associé chez la société d'avocats Akeos, bien connue sur notre territoire. Yann Gosselin, bonjour. Vous êtes chargé d'affaires des entreprises innovantes au CIC sur notre territoire. Bienvenue au FeedMed Provence 2020. Et enfin, Stéphane Simoncini, lui aussi un habitué de nos FeedMed. Merci Stéphane d'être là. Vous êtes, je le rappelle, directeur des participations Crédit Mutuel Innovation. Chers amis, nous allons démarrer tout de suite par François Gérard. François, j'ai envie de vous poser la question tout de suite. Vous qui êtes au contact de la PME, de l'entreprise du territoire depuis de nombreuses années chez GSA Prado, vous constatez certainement qu'après cette phase où finalement nos entrepreneurs avaient besoin de cash et ont utilisé le PGE, on va en parler tout à l'heure avec nos amis du CIC, donc le PGE a été mis en place de manière assez simple, j'ai envie de dire, certains de nos entrepreneurs l'ont constaté. Comment vous percevez aujourd'hui votre travail sur le bas de bilan, puisque je rappelle que vous êtes spécialiste dans ce qu'on appelle le cycle d'exploitation, le bas de bilan, et dans sa couverture et dans sa mobilisation pour avoir du cash, en quelque sorte. Vous allez nous dire comment aujourd'hui et pourquoi il est impératif de s'occuper du bas de bilan lorsqu'on est entrepreneur sur ce territoire. Bonjour, merci pour cette présentation. Alors, aujourd'hui, tout va bien. À la minute où nous parlons, on constate un cycle et un taux d'impayés d'impayés des créances historiquement bas sur les 4 dernières années. Et là, c'est le fruit du PGE et de l'intervention massive de l'État, et les banquiers qui sont avec nous en attesteront, où l'État est venu en soutien du court terme et afin de ne pas bloquer le gros système de financement de l'économie réelle en France, je le rappelle, qui est le crédit interentreprise, qui a la première place de très loin dans le financement de l'économie réelle. En fait, ce qui se passe à l'heure actuelle, si on fait un petit peu la genèse des mois que nous venons de vivre, nous avons le confinement en mars, qui entraîne instantanément un arrêt d'activité dans bon nombre d'activités, voire un arrêt total dans certaines industries, le monde du transport au sens très large du terme, et avec des conséquences qui ont pour effet immédiat un blocage de nombreux paiements dans le cadre du crédit interentreprise, dans le cadre du plus gros système de financement de l'économie réelle. On parle des délais clients et des délais fournisseurs. Exactement. Le crédit interentreprise qui est le plus gros système de financement de l'économie réelle. Je le remets sur le devant de la scène parce que c'est très important de le signaler. Et à la différence des autres crises que nous avons pu vivre, les Lehman Brothers, les 2008-2009, là nous sommes sur un impact sur le financement de l'économie réelle et avec un besoin d'intervention immédiat de l'État pour justement refluidifier et ramener un peu d'oxygène dans le paiement et le comportement de paiement des entreprises dans le cadre du crédit interentreprise.
Le PGE a fait parfaitement son travail et les banquiers ici présents vont en témoigner avec une intervention très rapide de l'État et surtout des banquiers. Et ceci a amené tout de suite de l'oxygène dans le comportement de paiement et dans le cycle d'exploitation, ce dont nous parlons. Donc tout se passe bien, l'été se passe bien, les délais de règlement, on a constaté des délais de règlement un petit peu plus élastiques pendant la période de confinement et finalement l'été se passe bien, les entreprises continuent à se payer et le flux de paiement et de trésorerie bas de bilan du cycle d'exploitation se passe plutôt pas mal et de fait avec un taux de défaillance financière au point bas à la minute où nous parlons. Maintenant, pour répondre à votre question, nous sommes dans l'anticipation. Il y a le PGE, il y a aussi parallèlement, je ne m'étalerai pas sur le sujet, un soutien de l'État, autre organe, sur une assistance à l'assurance crédit, qui est très importante, parce que l'assurance crédit, qui est la garantie contre le risque d'impayé, la garantie des créances commerciales, qui permet de sécuriser son poste client et ses créances clients contre le risque d'impayé, et a un impact majeur puisque c'est le acte 1N1 du financement factoring qui est aujourd'hui le plus gros outil de financement du cycle d'exploitation. On y viendra. Donc aujourd'hui, tout se passe bien, peu d'impayés, les entreprises se payent entre eux, on a des délais de règlement qui sont plutôt corrects. Les dépôts à vue sur les comptes des banquiers, et les banquiers ici en témoigneront, sont historiquement hauts. En revanche, on anticipe un second cycle économique qui est, une fois que les PGE auront été consommés, une fois que les entreprises vont se retrouver face à une obligation de remboursement, ou pas, et que certaines activités ne sont pas reparties avant crise, sur un cycle d'activité avant crise, on se retrouve dans une problématique où là, effectivement, il va y avoir des problématiques de financement court terme. Si vous mettez en corollaire de ce que je viens de dire un redémarrage d'activité qui va venir inévitablement, puisque nous est annoncé, les économistes commencent à en parler, là ils révisent un peu leur velléité de croissance, mais nous aurons une croissance en 2021 et une croissance se finance, puisque le finance... Elle crée des besoins court terme en tout cas. Exactement, elle crée des besoins de court terme et du coup un appel aux banquiers pour qu'ils puissent intervenir dans le financement d'exploitation. Là, effectivement, va naître un besoin important et des problématiques, on pourra en parler avec les banquiers, des problématiques de comment on va financer ça face à, petit 1, un endettement important puisque le PGE, je le rappelle, c'est pas de la subvention, c'est du prêt. Et donc c'est du prêt, si vous mettez en corollaire de certaines activités où vous avez un ralentissement et une baisse de chiffre d'affaires, là le repère et les ratios ne sont plus du tout dans le référent passé des analystes financiers. Donc là, il y aura une problématique de comment on va accompagner les entreprises dans le financement de leur cycle d'exploitation. Et là, effectivement, il y aura un recours massif aux besoins d'outils de financement du cycle d'exploitation, type factoring, type tout autre, pour venir financer le besoin de BFR d'exploitation des entreprises. Faire du cash en quelque sorte. Exactement. Si je faisais une synthèse hasardeuse, François Girard, vous me la pardonnerez, nous sommes pour l'instant dans une crise économique asymptomatique, pour reprendre un parallèle sanitaire que nous entendons tous les jours, et ces symptômes vont arriver, c'est vous qui le dites, tous les économistes et tous les observateurs le disent aujourd'hui, au premier trimestre 2021, les PGE vont devoir être remboursés ou consolidés, et bien il va falloir qu'on ait du cash dans nos entreprises pour financer à la fois la croissance, et nous espérons tous qu'elle va arriver, mais aussi le remboursement de la dette souscrite pendant cette crise. Donc une crise économique asymptomatique, mais dont on anticipe évidemment les symptômes dans les mois à venir. Merci François, on reviendra sur les techniques de mobilisation du fonds de roulement, du poste client. Yann Gosselin, je le rappelle, vous êtes chargé d'affaires entreprises innovantes au CIC. Alors, je vous pose un petit peu la même question. Vous avez, été en première ligne au CIC comme dans les autres signatures bancaires pour mettre en place ce PGE, donner du cash et de l'oxygène aux entreprises. Et nous l'avons vu avec François aujourd'hui, finalement tout va bien, tout semble aller bien. Mais les choses sérieuses vont arriver. Alors, comment voyez-vous les entreprises après le PGE? Comment analysez-vous le risque PME aujourd'hui? Est-ce que vous l'analysez de la même manière? Tenez-vous compte déjà dans votre appréciation du risque PME lorsqu'on vous demande un financement quel qu'il soit, du PGE mis en place? Et comment vous voyez les 6 mois à venir auprès de vos clients? Une question assez large. C'est un vaste sujet. Pour faire un constat, effectivement, par rapport au côté asymptomatique de la crise,
on a nos encours d'épargne globale qui ont progressé de 30%, là où dans le même temps, on a nos encours de crédit qui ont progressé de 20%. Donc on voit qu'il y a une consommation des PGE qui n'a pas été entière aujourd'hui. Au niveau national, on estime qu'il y a à peu près 25% des entreprises qui ont utilisé, consommé la trésorerie générée par les PGE. Quand on interroge ou on échange au quotidien, évidemment, avec nos clients, qu'ils soient entreprises innovantes pour celles que je suis, ou les entreprises classiques, si tant est que le terme soit approprié, que l'on peut évidemment accompagner, on n'a pas encore de position précise ou très rarement de la part des chefs d'entreprise qui sont encore dans l'attente de voir, fonction du carnet de commandes, fonction de l'évolution des affaires, fonction des mesures prises et évolutives encore au niveau étatique, donc ils n'ont pas encore pris de position sur le fait de rembourser totalement ou partiellement les PGE débloqués ou de les amortir et sur quelle durée, sachant que on peut imaginer qu'il y a encore des évolutions effectivement sur les modalités de remboursement. Yann, une question sur particulièrement l'entreprise innovante, dont je crois vous vous occupez en premier lieu. Qu'est-ce qui change lorsqu'on doit financer une entreprise plutôt portée sur l'innovation versus une entreprise, je vais reprendre votre terme, classique? Comment on aborde le sujet de l'innovation? Et deuxième question sous-jacente, est-ce que vous considérez que le PGE peut remplacer de la dette court terme aujourd'hui, puisque vous dites qu'ils ont été assez peu consommés finalement? On a pris beaucoup de PGE par précaution, j'ai envie de dire, on peut le dire comme ça, en synthèse, mais est-ce que, le PGE peut servir à financer du court terme, et comment vous voyez le risque innovant aujourd'hui? Alors, dire que les PGE ont été pris par précaution, bon, c'est un fait, mais si on prend l'origine de la réponse PGE que nous a permis l'État d'apporter par l'intermédiaire de BPI comme opérateur, l'idée première, c'était un décalage de chiffre d'affaires. Décalage de 2 mois et demi de chiffre d'affaires qui devait faire le volume des PGE accordés. On s'est très vite rendu compte que dans le monde des startups, on avait une impasse, puisque il y a différentes catégories évidemment de startups ou de maturité, en tout cas dans les phases de développement commercial. Donc c'est fort de ce constat-là que les startups ont eu recours au PGE sur la base de leur masse salariale. L'utilisation ou plutôt le déblocage des PGE dans ce cas-là, sur la partie innovation, a souvent été lié à un décalage de l'amorçage des ventes. Parfois, un décalage de certaines levées de fonds également, qui était lié à cette phase d'amorçage de la commercialisation. Donc sur la partie innovation, il est vrai que lorsqu'on se positionne, on va sortir là du contexte de crise sanitaire. On est très souvent positionné en termes de crédit moyen terme au niveau CIC Lyonnaise de banque et filière innovation au moment où la première levée de fonds est effectuée. Pour répondre à une des questions qui m'était posée, on a les phases de développement technologique au sens très large, qui sont financés par la Love Money, les capitaux de départ, par BPI avec des bourses French Tech ou des prêts d'amorçage ou d'accompagnement à l'innovation, par des business angels également, par des prêts d'honneur. J'aurais dû démarrer aussi par là pour ne pas les oublier. Et puis cette phase-là, elle est généralement suivie d'une phase où on rentre en commercialisation et l'appel aux investisseurs va être vraiment le moment où on va positionner des financements qui sont en règle générale entre 3 et 5 ans, qui peuvent financer soit du fonds de roulement croissance, on peut l'appeler comme ça, soit des objets spécifiques, notamment quand on est dans la medtech à Marseille ou dans le domaine de la santé au sens large, il peut nous arriver de passer sur des financements type Crédit Bail, par exemple. Le financement du poste client par de l'affacturage, par de la cession de créances professionnelles, le financement des CIR, des crédits d'impôt recherche, sont également d'autres modes évidemment d'accompagnement dès lors que les objets sont appropriés, le mode de fonctionnement est approprié. Merci de le rappeler, on en parlera du CIR tout à l'heure, vous avez raison, sur notre deuxième conférence. Mais je reviens, alors merci de ce tour d'horizon, je reviens au risque innovant. Comment vous percevez le risque de l'entreprise innovante aujourd'hui? Comment vous lisez ce risque-là? Alors,
On a effectivement une grille de lecture des dossiers de financement qui est nécessairement particulière. Le CIC, juste pour faire quelques mots de rappel, c'est une banque d'entreprise qui est le Crédit industriel et commercial, qui a 150 ans d'histoire auprès des entreprises. Et on a, notamment si on parle de segmentation PME et grands comptes, des taux de pénétration de présence auprès des clients qui sont entre un tiers et augmentent fonction du niveau d'activité, du niveau de chiffre d'affaires donc des entreprises. Sur la partie innovation, on va se rapprocher je pense, des analyses des investisseurs, des analyses de RSI également qui interviendra un peu plus tard sur la partie prêt ou haut de bilan. C'est-à-dire qu'on va analyser l'équipe, on va analyser l'accompagnement dans l'écosystème de l'innovation. Les incubateurs comme Marseille Innovation et d'autres sont évidemment une clé de lecture importante pour nous. On va analyser le concept, sa propriété intellectuelle, la démarcation, la différenciation qui existe au regard de ce qu'on peut constater sur les marchés. On va également être souvent très regardant ou attentif à l'accompagnement que BPI a pu accorder, puisque c'est pour nous une clé, une validation importante également, comme RSI, Région Sud Investissement peut l'être. On est très souvent en 1 pour 1 sur les dossiers de financement. Et puis on va regarder la trésorerie, la consommation de trésorerie, puisque l'entreprise par nature qui est la start-up n'a pas forcément une génération de trésorerie aussi naturellement rapide que peut l'avoir une entreprise du monde plus classique qui elle va générer des ventes immédiatement, une marge, etc. Merci Yann. Donc on voit bien en synthèse un risque innovant que vous continuez d'analyser et vous continuez de financer l'innovation. L'innovation, c'est important de le rappeler, mais un risque innovant qui change aussi parce que cette crise a décalé les premiers tours, les fins d'amorçage, et là il faut du cash, et là les PGE jouent leur rôle à fond, c'est ce que vous nous dites. Ils ont joué leur rôle. En même temps, les solutions que BPI a pu apporter, notamment sur le French Tech Bridge ou sur d'autres modalités d'ailleurs de financement, ont été également des clés de ces décalages-là. Puisqu'encore une fois, le PGE était vraiment lié à un décalage d'activité ou d'amorce de commercialisation et n'est peut-être pas à l'origine fait pour pallier le manque financier lié à un décalage d'une levée de fonds. Merci. Alors, on le voit, l'entrepreneur de notre territoire doit sécuriser sa croissance, doit financer et sécuriser le développement de son business. Il a pour ça des banquiers, il a pour ça des assureurs, il travaille sur le haut de bilan, le bas de bilan, mais aussi il doit sécuriser le contexte juridique de son entreprise après cette crise. Et Maître Béard, bonjour. Alexandre Béard, vous êtes avocat associé chez la société d'avocats Akeos, que nous connaissons bien sur ce territoire. Alors, on l'a vu, l'entrepreneur est accompagné par ses banquiers, par ses professionnels autour de lui, son assureur, son banquier. On verra tout à l'heure la position du financeur de haut de bilan. Mais il doit aussi y avoir un accompagnement juridique adapté. Quelles sont, selon vous, Maître Béard, finalement, pour ce point d'étape, les évolutions de l'accompagnement que vous observez quelques mois après le début de cette crise? Est-ce qu'on accompagne un entrepreneur dans sa posture juridique à l'égard de son développement de la même manière aujourd'hui qu'au mois de février dernier? Merci pour cette présentation. Alors, ce qu'on a pu constater depuis le début de cette crise, c'est une évolution dans les mentalités des entrepreneurs par rapport à la relation à la chose juridique. En France, on est dans un pays qui est de tradition de droit oral. Le contrat est verbal en droit français. Rares sont les cas d'un contrat écrit obligatoire. Et on n'a pas la même culture en France que dans les pays anglo-saxons par rapport à la chose juridique. On a tous un peu les clichés que l'on peut voir par le cinéma ou la télé sur le rôle des avocats dans les pays outre-Manche ou outre-Atlantique. C'est pas vrai en France. En tout cas, c'était pas vrai jusqu'à février-mars 2020. Pourquoi? Parce que par culture, on est plus dans la culture de la poignée de main quand on est chef d'entreprise. Je parle des start-up, des PME. Je parle évidemment pas des grands groupes qui, eux, sont dans des process extrêmement chartés dans leurs relations contractuelles. Donc on est plus dans cette culture-là que dans une culture du contrat longuement rédigé et négocié. Ce que nous, on a constaté au cabinet Akeos et dans la profession, c'est qu'à partir du mois de mars,
quand nos clients se sont retrouvés confinés, ils ont ouvert leur contrat, ils les ont lus, ils nous ont appelés. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont retrouvés coincés dans des relations clients, des relations fournisseurs, avec des engagements de volume, des délais de livraison, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui fait la vie d'une entreprise. Et donc à ce moment-là, ils ont ouvert leur contrat et puis ils nous ont demandé comment ils pouvaient faire pour sortir de là. Donc on a eu pendant cette période de confinement un rôle extrêmement actif vis-à-vis de nos clients, d'analyse et d'aide sur les clauses de ces contrats, notamment l'imprévision, la force majeure, dont on a beaucoup parlé à cette époque-là, c'est-à-dire comment, quand un fait imprévisible, inempêchable survient, comment est-ce que je peux faire pour me désengager, ou sinon me désengager, aménager les obligations que j'avais contractées. Et ce que l'on constate en fait depuis cette phase qui a été très aiguë pour toutes les entreprises, c'est un intérêt pour l'enjeu juridique. Je dirais la compréhension plus généralisée que la chose juridique est un élément stratégique de la vie de l'entreprise. Nous, c'est évidemment quelque chose dont on est persuadé dans nos métiers, puisque nous, on fait ça, on fait du droit au quotidien, donc on sait qu'un contrat mal ficelé, c'est sans doute un procès à la clé, des coûts qui auraient pu être évités. On sait que une propriété intellectuelle qui n'a pas été cadrée, c'est peut-être une levée de fonds qui ne se fait pas. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on attire l'attention de nos clients depuis longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs l'ont compris, qu'ils soient start-up ou TPE, PME. Voilà, je pense qu'ils ont compris qu'on ne peut pas improviser sur ces choses-là et que donc il faut les préparer en amont. Je dirais que les fonds et les investisseurs qui sont là compléteront ou amenderont ce que je dis. Les fonds savent depuis longtemps que le juridique, c'est une source de richesse ou une source de risque pour l'entreprise. C'est ce que disait Yann, le banquier regarde évidemment dans une start-up si elle est propriétaire de ces éléments d'IP-IT. On ne va pas aller financer une société qui en fait a ses marques, ses brevets, ses logiciels entre les mains de tiers un peu éparpillés. Donc les investisseurs, les banquiers le savaient déjà, ils n'ont pas attendu cette crise-là pour le savoir. Nous, ce que l'on regarde, ce que l'on observe maintenant, c'est peut-être une sensibilité plus accrue sur le contrat d'une manière générale. C'est-à-dire que quand on intervient en audit, on nous demande toujours d'aller regarder la propriété intellectuelle, d'aller regarder les pactes d'actionnaires s'il y en a. On va nous demander d'aller regarder les contrats. Comment sont les clauses ? Est-ce qu'il y a des clauses de débouclage dans les contrats ou pas du tout ? On va nous demander d'aller regarder les assurances, ce qui était moins le cas dans ces phases de levée d'amorçage ou de premier tour de levée qu'on retrouve par contre systématiquement dans les levées beaucoup plus importantes ou dans les opérations de transmission d'entreprise. Voilà. Donc je dirais qu'on observe une augmentation de l'exigence en fait juridique de tout l'écosystème. On peut considérer une prise de conscience de l'entrepreneur sur l'importance stratégique de ces contrats, vous le disiez, mais aussi du pacte d'actionnaires, donc des sujets de gouvernance aussi. Vous sentez arriver de nouvelles positions par rapport à ça ? Je pense, alors je dis depuis longtemps que la France est en retard par rapport à la question de la gouvernance, par rapport à d'autres pays, et qu'il est temps d'y arriver, et que la gouvernance n'est pas quelque chose qui est réservé aux grandes entreprises, et que c'est un enjeu pour tout entrepreneur. Je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs ont expérimenté l'isolement du chef d'entreprise, les problématiques parfois de transmission. On a déploré malheureusement des décès chez nos clients, donc dans des entreprises qui n'avaient pas anticipé cette transmission à un successeur. Donc je pense qu'aujourd'hui, les gens ayant plus conscience du risque, de son imprévisibilité et de sa possibilité de survenance, je pense qu'aucun d'entre nous, il y a un an,
aurait pu imaginer qu'on allait vivre ce que l'on vit aujourd'hui. C'est presque digne d'un roman de science-fiction, ce qu'on est en train de vivre. Bon, c'est une réalité aujourd'hui. Je pense que les entrepreneurs ont compris que ça se travaille et que la gouvernance est un élément de stabilité des entreprises. Et j'irai même plus loin. Je pense que c'est quelque chose qui doit être valorisé par les financeurs d'une manière générale. C'est-à-dire, que se passe-t-il si l'homme clé disparaît? Alors, bien sûr, il y a des réponses assurantielles assez problématiques, mais comment est-ce qu'on pense la gouvernance dans ces cas-là? Est-ce qu'on a mis en place le bon outil de gouvernance par rapport à la réalité de l'entreprise en question? On ne va pas coller des conseils d'administration ou des conseils de surveillance partout. On travaille avec l'outil SAS beaucoup dans le domaine de l'innovation, qui est un outil très plastique, donc on peut faire beaucoup de choses dans la SAS. Donc on peut penser des comités de manière très innovante, pour le coup, très originale. Et je pense que ça, ce sont des choses qui sont vraiment en train d'être touchées du doigt de manière concrète. Sortir de l'isolement, parce que ça, je pense que c'est un vrai enjeu pour le chef de l'entreprise, pour le chef d'entreprise, et penser l'après, organiser le sinistre qui survient sans qu'on l'ait prévu. Voilà. Merci, Maître. On reviendra sur ces sujets passionnants et vous nous éclairez en quelque sorte sur la prise de conscience qui doit être celle de l'entrepreneur sur ces sujets-là qui sont évidemment fondamentaux. Alors justement, la gouvernance, le pacte d'actionnaires, les contrats, ce sont des sujets que vous, Stéphane Simoncini, je rappelle, vous êtes directeur de participation Crédit Mutuel Innovation, ce sont des sujets que vous voyez lorsque vous allez prendre la décision de financer une start-up ou une scale-up ou de mettre de l'argent dans son private equity ou pas. Quelle est, pour démarrer notre conversation, Stéphane, votre position après ces quelques mois de crise tout à fait inhabituelle? Comment le Crédit Mutuel Innovation se positionne sur le risque start-up aujourd'hui et le risque innovation? Alors, comme ça a été répété à maintes reprises, on a l'impression, ou on peut penser que tout va bien. Mais ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est que c'est pas vrai partout. On a certaines entreprises qui sont relativement impactées par la crise, d'autres qui sont très impactées et certaines qui vivent ça plutôt de manière positive. Nous, dans notre approche globale du risque, quand on a un sujet comme celui-ci, on va avoir tendance à moins se reposer sur les facteurs extérieurs que l'entreprise ne maîtrise pas. Tout à l'heure, vous parliez de pays qui peut être chez quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi d'autres facteurs de marché ou de la dépendance à certains clients qui font qu'on va faire peut-être plus attention en ce moment que ce qu'on faisait avant. Le risque, il est inhérent à l'entreprise, mais il est aussi inhérent à un secteur. Donc, il y a certains secteurs d'activité qui sont plus touchés que d'autres. Et ces secteurs-là, on va peut-être s'en éloigner un peu plus pendant un certain temps pour se concentrer sur des secteurs qui sont peut-être plus porteurs à moyen long terme. Et nous, on le voit dans nos participations, mais toutes les entreprises qui sont de près ou de loin liées à l'aéronautique, à l'automobile ou au transport, comme vous disiez tout à l'heure très justement, sont des entreprises qui sont affectées de manière assez lourde par ce qui se passe, tout simplement parce que dans la chaîne de valeur de la filière, au tout départ, les donneurs d'ordre ont arrêté parce que eux ils ont les moyens, ils ont arrêté de passer des commandes, ils ont arrêté de donner des ordres. Et donc tous les sous-traitants et en l'occurrence quand ça va jusqu'à la start-up, donc l'entreprise la plus fragile, ils ont arrêté de travailler. Et donc quand on était sous perfusion avec tous les financements qui sont arrivés, toutes les aides qui étaient géniales, on s'est dit c'est pas grave, ça va durer quelques semaines, quelques mois. Maintenant on s'aperçoit que ça fait déjà 6 mois que ça dure. Et que l'économie, la vraie économie, celle qui doit être capable de générer les flux de financement pour faire vivre tout le monde, ça ne redémarre pas comme on souhaiterait que ça démarre. Et donc le constat qu'on peut faire, c'est que dans la profession d'investisseur, et particulièrement ceux qui ont la vision court terme, il y a une tendance à avoir un certain attentisme. Les investisseurs, ils ont plutôt tendance à se regarder dans les yeux et dire on va peut-être repousser certains sujets à plus tard et se concentrer sur notre portefeuille, sur nos actifs,
sur ce qu'on a déjà financé et les aider à passer ce moment difficile ensemble. D'accord, doit-on comprendre finalement que l'activité de développement du fonds, au-delà de la gestion de ses participations, vous le disiez, ou de Crédit Mutuel Innovation aussi, puisque ce n'est pas un fonds, vous le rappeliez tout à l'heure, est plutôt aujourd'hui à l'arrêt? Est-ce que vous remettez de l'argent dans des startups depuis quelques mois? Vous avez plutôt cessé? Vous observez le marché? Alors, enfin, je ne suis pas sûr qu'on soit représentatif de tous les acteurs sur le territoire, puisque on fait cette année pour nous notre plus grosse année. Hein. On est déjà à un peu moins de 50 millions d'euros d'investissement là, sur les 8 premiers mois de l'année, ce qui est énorme pour nous. Donc on a peut-être eu tendance à malgré l'environnement qu'on est en train de traverser, à faire confiance à des nouvelles startups, qui pour le coup, ces nouveaux investissements traversent plutôt bien la crise. Mais on est sur le long terme, on est sur le très très long terme, nous, puisqu'on est ce qu'on appelle un fonds evergreen, c'est-à-dire qu'on est monosouscripteur, l'argent appartient au Crédit Mutuel, et on ne doit pas rendre l'argent chaque année. Ce qui fait qu'on peut se placer suffisamment sur le long terme pour qu'une crise ou deux crises au cours du financement de la vie de l'entreprise, on puisse les absorber assez facilement. Ça fait toujours mal, hein, mais voilà, on n'est pas vraiment représentatif. Les fonds d'investissement avec qui on travaille tous les jours, eux, effectivement, ils sont un peu plus sur le retrait. On va voir des millésimes, on fera le bilan en fin d'année, mais des millésimes 2020 en termes d'investissement qui vont être relativement light par rapport à ce qu'on a connu en 2019. D'accord, en tout cas une bonne nouvelle, plus de 50 millions d'euros injectés dans l'économie aujourd'hui grâce au Crédit Mutuel Innovation, et avec la capacité de laisser du temps au temps en quelque sorte, c'est ce que vous nous disiez lorsque vous avez un investissement à faire. C'est ça. L'une des denrées des plus rares du chef d'entreprise, c'est le temps. Il n'a pas beaucoup de temps. Le temps, enfin, il est de partout, au four, au moulin, et donc on ne va pas lui rajouter un stress complémentaire sur un horizon de liquidité qui est comme notre métier, parce qu'il faut qu'un jour on sorte des entreprises dans lesquelles on a investi, trop court. On ne veut pas le contraindre, on veut lui laisser le temps de mener une stratégie qu'on peut qualifier d'industrielle pour qu'il puisse se démarquer de toutes les crises comme celles qu'on traverse actuellement et les passer de manière sereine. Aujourd'hui, on n'est pas là en train de presser nos entreprises en disant on va sortir parce qu'il faut sortir maintenant. On a la capacité, avec ce temps long, de se dire si c'est pas le bon moment aujourd'hui, on verra demain ou après-demain. On a la capacité aussi à se dire on reste 100% aligné dans nos intérêts avec ceux du chef d'entreprise. On n'a pas de contraintes externes qui nous disent et qui nous imposent il faut sortir aujourd'hui. Ça implique sûrement que vous travaillez de manière très proche avec les avocats, justement, et c'est ce que disait tout à l'heure Maître Béard, pour gérer ces sujets de prolongation, de gouvernance, d'actionnariat, de pacte d'actionnaire. Comment vous traitez les sujets juridiques lorsque vous redonnez du temps au temps pour une entreprise dans laquelle vous avez investi? Alors, effectivement, on travaille systématiquement avec des avocats. Donc, le métier est très marqué par l'empreinte juridique. Depuis le pacte d'actionnaires, qui est un peu l'élément de référence, qui consigne toute la manière dont vont interagir les investisseurs entre eux. Et dans les investisseurs, dans les actionnaires plutôt, il y a les managers. Là où on est le plus attentif, c'est avant de rentrer dans une entreprise, puisqu'on ne la connaît pas. Et donc, on demande à nos conseils juridiques de faire des travaux d'audit, d'aller voir ce qui n'est pas visible et de nous rassurer pour minimiser les risques au maximum sur l'entreprise dans laquelle on va investir. Une fois qu'on est dedans, il y a beaucoup de relations de confiance qui s'établissent. Alors, on n'est pas dans le contrat où on se serre la main. N'empêche, si on ne fonctionne pas sur la confiance, on n'y arrive pas. Et donc, c'est un élément important de l'étude d'un projet, au-delà du juridique, c'est d'avoir confiance dans le management et de se dire qu'on est là pour écrire une page de l'histoire de l'entreprise qui va durer probablement une dizaine d'années. Donc, il faut être certain qu'on regarde bien dans la même direction. Et effectivement, le métier des juristes, des assureurs et de tous les conseils qu'on peut prendre en propriété intellectuelle, en conseil stratégique ou autre, sont hyper importants parce que c'est avec ça qu'on essaye de rassurer, pas de diminuer, mais de rassurer notre grille d'analyse du risque sur l'entreprise dans laquelle on va investir.
Merci Stéphane Simoncini. Je rappelle que vous êtes directeur de participation, Crédit Mutuel, Innovation. Alors, on va revenir sur ces sujets tout à l'heure, mais je voudrais revenir avec vous, François Gérard, à ce que nous avons appelé tout à l'heure la gestion du bas de bilan, de la dette bancaire, du cycle d'exploitation, on peut l'appeler comme on veut. Alors, on l'a vu, les entreprises finalement vont très bien. Elles ont du cash aujourd'hui. On sait aussi qu'elles vont sans doute l'utiliser dans les mois qui viennent, en remboursement du PGE ou pas. Surtout si la reprise est encore décalée, puisqu'on est dans l'incertitude la plus totale. Elles vont devoir donc faire du cash, en quelque sorte. On va mettre cette expression entre guillemets, mais elle veut dire ce qu'elle veut dire. Donc faire du cash avec le bas de bilan. Quelques techniques, comment vous appréhendez ce sujet-là avec vos clients PME de ce territoire et en grande entreprise de ce territoire. Comment faire du cash quand on est un entrepreneur et qu'on a un poste client? Alors, au sein du groupe GSA Prado Assurance, sur le département crédit, c'est notre métier d'accompagner les entreprises sur le financement et l'optimisation du BFR. Alors, il y a le poste client dans la tertiarisation de notre économie et surtout sur le tissu économique régional au sens très large, sur l'arc méditerranéen. Nous avons beaucoup de sociétés de services, beaucoup de sociétés de négoce avec peu d'industrie, donc peu capitalistique, et avec aussi historiquement en France, et c'est pas les acteurs économiques autour de la table qui me diront le contraire, une culture du capital en France qui est très différente par rapport à une culture du capital qu'on pourrait avoir en Allemagne ou dans l'Europe du Nord. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le poste client, cet actif qui est majeur aujourd'hui dans la tertiarisation de notre économie, va devenir de manière protéiforme un poste stratégique. Pourquoi? Parce que c'est à travers ce poste client qu'il y a déjà une grosse richesse dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est à travers son poste client qu'il peut y avoir des valorisations aussi d'entreprises qui sont importantes et qu'il y a dans le poste client l'intégralité de la relation client et aussi l'intégralité du cash potentiellement trouvable, si je peux m'autoriser cette expression. Et ce poste client, de manière protéiforme, comment on peut l'optimiser et surtout le financer. Et c'est là où, dans l'équation un petit peu compliquée qui va s'ouvrir à l'ensemble des acteurs du financement court terme en France, les banquiers en tête, où aujourd'hui, dans la logique PGE, premier Q1, Q2, premier trimestre et deuxième trimestre 2021, on va se retrouver dans une équation, nous, acteurs du financement court terme, au sens très large du terme, sur un endettement qui sera potentiellement très important, voire dans certaines activités qui, l'analyste crédit que j'ai été au démarrage de ma carrière, sort complètement de mon référentiel et de nos référentiels de ratio d'endettement. Et par ailleurs, des bilans aussi sur l'activité, compte de résultats et des chiffres d'affaires qui ne sont pas au rendez-vous. Dans bon nombre d'activités et dans certaines activités qui ne sont pas au rendez-vous du tout. Là, c'est vision rétroviseur. Et cependant, un besoin de financement du cycle d'exploitation parce que on anticipe une reprise. Alors, va se poser le problème de comment on fait. Il y a bien évidemment le poste client qui est là, mais pas que, avec des financements type factoring, des financements type à la créance, des financements de type MCNE, mobilisation de créances étrangères, avec en corollaire des garanties pour se prémunir contre le risque d'impayé. Parce que je rappelle que le risque d'impayé sur l'international est très important. Et on disait, je fais un petit parallèle, mais on disait que tout va bien sur le comportement de paiement des entreprises à l'heure actuelle, sur le marché domestique, mais on voit une augmentation des impayés sur les créances à l'international. Et c'est là où je rejoins Maître Béard, où le juridique prend tout son sens. Comment sont rédigés mes contrats, comment sont rédigées mes conditions générales de vente et clauses de réserve de propriété. Ça devient prégnant aujourd'hui et de plus en plus dans la relation client. Je ferme la parenthèse. Donc effectivement, le financement du poste client au sens très large du terme va devenir très important et avec l'ensemble des outils que nous avons à notre disposition, banquiers, courtiers en financement, spécialisés sur le court terme, mais pas que. On peut aller aussi jouer sur le financement de stock avec des gages. C'est un des outils que nous avons aussi dans notre grande boîte à outils, mais aussi aller chercher sur la relation fournisseur.
Je m'explique, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher le financement de son BFR d'exploitation aussi en contractant et en ayant des délais de règlement auprès de ses fournisseurs qui peuvent être un petit peu plus souples. Et là, on peut avoir recours à des lettres stand-by, à des cautions aval fournisseurs ou des garanties qui nous permettent d'avoir des délais de règlement auprès de nos fournisseurs parce que ça participe au financement du cycle d'exploitation également. Voilà. Merci François Gérard. Vous avez ouvert la boîte à outils de l'entrepreneur pour financer son bas de bilan et on a parfois oublié, l'ancien banquier que je suis peut en témoigner, on a parfois oublié certains de ces outils. Yann, vous souscrivez, je le pense, à ce qui vient d'être dit par François Gérard. Vous-même, avez-vous senti de la part de vos clients que vous suivez, qu'ils soient entrepreneurs innovants ou entrepreneurs entre guillemets classiques, on va le dire comme ça, une recrudescence de la demande de l'utilisation de ces outils court terme? Est-ce que ce mouvement-là, vous le voyez arriver? Alors sur CIC Lyonnaise de Banque Marseille-Provence, le centre d'affaires auquel je suis rattaché, on a débloqué 100 millions de PGE pour donner une volumétrie, 3 milliards sur le CIC Lyonnaise de Banque. Et avec, comme je le disais tout à l'heure, une forte croissance de l'épargne des comptes créditeurs, pour être, des soldes créditeurs, pour être très simple dans les propos. La mobilisation du poste client a du sens, effectivement, dès lors qu'on est en B2B et avec un mode de facturation qui génère une réserve financière dont l'avance puisse être utile, si tant est que les aspects techniques de facturation le permettent. Il faut pour cela que les startups soient rentrées en phase de commercialisation. Toutes les activités de type abonnement, mode SaaS, notamment, on les retrouve fréquemment dans le domaine de l'innovation. Là, pour le coup, n'ont pas de raison ni de possibilité d'aller en affacturage. Donc le PGE, pour l'instant, est une réponse. Les financements qui ont déjà été mis en place les mois précédents, les années précédentes, font toujours leur office. On est évidemment volontairement positif sur notre politique d'octroi de crédit, dès lors que, et j'en rencontre tous les jours heureusement, je veux quand même apporter une touche positive à ce que je constate, c'est que je rencontre des start-upers qui ont vraiment un horizon très positif commercialement qui s'ouvre à eux. Certains ont surfé sur la crise aussi. Dans le monde du digital, on a eu également de très belles croissances de constater. Il ne faut pas l'oublier. On parle de création destructrice, mais on est vraiment, on touche du doigt, je pense. C'est une illustration du concept, qui n'est pas un, qui est un constat aussi. Donc on voit certaines entreprises qui ont une forte croissance. Après, il faut voir de quelle manière l'ensemble des acteurs du financement peuvent les accompagner. Nous, on veut évidemment prendre notre part d'accompagnement, part du financement moyen terme, part du financement de bas de bilan dès lors qu'il est approprié. Que ce soit en France ou à l'international, ça a été évoqué, puisque par nature, une start-up, elle a généralement un marché qui se veut international et une ambition qui est souvent à même échelle. Merci Yann. Donc plus que jamais, chers amis entrepreneurs, vos banquiers, vos courtiers en accompagnement de financement sont à votre disposition. Et plus que jamais, me semble-t-il, c'est une première synthèse qu'on peut faire de cette première conférence du FinMed Provence 2020. Plus que jamais, il est nécessaire d'anticiper ce premier semestre 2021 dont tout le monde parle et dont on va sans doute constater que les symptômes de la crise économique vont arriver dans les premiers mois de l'année à venir. Je vous demanderai à tous une conclusion rapide tout à l'heure pour conclure cette première conférence, mais je reviendrai d'abord avec vous, Stéphane Simoncini, Crédit Mutuel Innovation. Est-ce que vous avez aussi une évolution, vous constatez une évolution dans votre posture de financeur? Est-ce que vous constatez une évolution à l'égard de la dette bancaire? Est-ce que vous allez chercher plus le complément de la dette bancaire aujourd'hui, plus qu'avant, ou pas? Effectivement, le levier de dette bancaire, c'est un outil qu'on a toujours utilisé. Donc vous l'utilisiez d'abord? Oui, on l'utilisait déjà avant. Aujourd'hui, on regarde ces dettes parce que souvent, maintenant, quand on regarde un nouveau projet, la dette est déjà là. Ce qui est un peu paradoxal pour les startups qui avaient relativement du mal à s'endetter. Aujourd'hui, comme il y avait des règles, qui avaient des ratios du montant des salaires de l'année précédente pour pouvoir débloquer les PGE, aujourd'hui on arrive, la dette est là. Donc on regarde la dette,
on s'en sert comme levier, mais on regarde la dette aussi comme un élément qu'il faudra rembourser un jour. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, ça a tendance à avoir un impact un peu négatif, ou du moins pas positif, sur la manière dont on peut valoriser l'entreprise. Puisque si dans ces actifs, justement, quel qu'il soit, quelle que soit la manière dont ils sont valorisés, on a aussi à côté de la dette, il faut la soustraire. Là, du dire de la valorisation. Justement, merci de me donner une très bonne transition. Maître Béard, vous qui participez à beaucoup d'opérations de cession, transmission, acquisition sur notre territoire, ce qu'il est convenu d'appeler le M&A, est-ce que vous percevez là aussi une dégradation de ce qu'on appelle les valorisations d'entreprise aujourd'hui? Est-ce que l'effet crise est déjà là? Alors pour l'instant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup moins d'entreprises à la vente. Clairement. Moins à la vente ou moins d'acheteurs? Des acheteurs, il y en a plein. Des gens prêts à racheter des entreprises et qui cherchent des cibles, il y en a plein. Par contre, ce que l'on constate, c'est que les cédants potentiels décalent leurs projets de cession et attendent. Donc, un décalage justement à peut-être l'attente d'avoir une meilleure valorisation. Je pense qu'effectivement, il y a une question de valo ou de crainte de la discussion sur la valo. C'est-à-dire que nous, ce que l'on voit, c'est des personnes qui étaient prêtes à mettre en vente leur entreprise et puis qui finalement, par crainte de discussion trop âpre sur la valorisation, parce que aussi l'effet de la crise et l'état du bilan 2020 font qu'ils décalent ce projet. Ce que l'on voit aussi d'une manière plus stratégique, je dirais, c'est que certains chefs d'entreprise profitent de cette période pour faire de la restructuration. Parce que si les périodes de crise sont mauvaise pour les affaires, en termes d'optimisation des restructurations, c'est par contre plutôt positif. Par restructuration, j'entends tout ce qui va venir modifier l'entreprise en générant potentiellement des coûts fiscaux sans flux financier autour. Donc c'est par exemple la transmission aux enfants, le pacte Dutreil, les transferts, les démembrements de propriété. Donc toutes ces choses-là qui viennent générer de la taxe, du droit de mutation, qui est bien sûr assis sur la valorisation de l'entreprise. Donc on est beaucoup plus confortable de faire ce type d'opération quand on est sur des périodes de creux en termes de valorisation. Et puis tout ce qui est l'apport partiel d'actifs, la fusion, la scission, donc toutes ces opérations-là qu'on peut faire généralement avec des options pour des régimes fiscaux de faveur qui viennent mettre des plus-values en sursis ou en report, donc ce qui n'est jamais extrêmement confortable, qu'on va peut-être pouvoir faire, pardon pour le jargon un peu technique fiscal, mais qu'on va peut-être pouvoir faire sans option, donc en payant l'impôt dû, parce qu'on est sur des valeurs écrasées et que on va pouvoir restructurer. Donc on observe ça aussi, c'est-à-dire des entrepreneurs qui décalent leurs projets parce qu'ils vont en profiter pour se mettre en ordre de bataille, je dirais, pour une transmission peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Voilà. Donc on peut le dire en le mettant entre guillemets, profiter de ces baisses temporaires, éphémères, en tout cas on l'espère, de valorisation pour restructurer la géographie du capital. Je pense qu'effectivement, si on a des projets, alors là je parlais de la transmission intrafamiliale par exemple avec la donation, mais on se rend compte qu'on a de la propriété intellectuelle qui est mal logée par exemple, mais c'est l'occasion de la faire évaluer, peut-être un peu moins élevée, de la faire re-rentrer dans l'entreprise. Donc il y a plein de choses à faire. Alors c'est peut-être mon côté optimiste, mais en tout cas c'est l'occasion qui nous est donnée par cette crise-là malheureuse de venir se pencher avec un regard critique sur ses actifs et sur sa structuration pour voir si c'est pas l'occasion de restructurer effectivement. Merci, maître. Écoutez, madame, messieurs, merci d'avoir participé à cette première conférence du FINMED Provence 2020. Je voudrais faire un rapide tour de table en commençant par François Gérard peut-être. Quelques mots de conclusion sur à la fois ce qui a été dit et votre vision des quelques mois qui vont arriver. Soyons optimistes parce que c'est comme ça qu'il faut que nous soyons et c'est tout le sens que nous souhaitons donner à nos entrepreneurs. Donc quelques mots de conclusion. Il est annoncé une croissance. Nous sommes par gros temps.
Là, nous sommes dans le calme, on l'a dit. Le gros temps, c'est pas nous qui parlons, hein, c'est l'ensemble des observateurs et des analystes économiques, et notamment les analystes des assureurs crédits, disent qu'il va y avoir gros temps en premier, deuxième trimestre 2021, mais malgré tout avec une croissance. Donc, faut tenir bon, et ceux qui seront encore debout et bien debout bénéficieront inévitablement de ce regain d'activité à venir. Merci François. Maître Béard. Moi, je dirais que le temps est à la rassurance et que le juridique est un des outils pour ça. Donc, il faut consacrer du temps à s'armer juridiquement. C'est ce qui permet de rendre le oui facile à ces investisseurs. Plus on présente des dossiers propres et sécurisés, plus l'investisseur, le banquier sera à l'aise pour faire son travail. Je pense qu'il faut aussi rendre le oui facile à ses partenaires commerciaux, et donc être au clair sur ses besoins business. C'est le business qui vient dire quel est le contrat qui doit être écrit, hein, et pas l'inverse. Donc je pense que le temps est à la stratégie et à la rassurance, et je pense qu'on est dans un état d'esprit global qui favorise ça, et donc il faut en profiter. Merci Maître, on retiendra rassurance, c'est un mot que je prends à mon compte. Yann, quelques mots de conclusion. Alors d'abord, le CIC est très heureux d'être cette année encore un partenaire du FIDMED. On veut maintenir notre position sur le marché de l'entreprise et sur sa filière innovation et l'écosystème de l'innovation. En lien avec la clarté qu'Alexandra Béard évoquait à l'instant, moi j'aurais un mot de conclusion qui est communication. Il est extrêmement important, je pense aux yeux de l'ensemble évidemment des partenaires du chef d'entreprise, mais du banquier également, d'échanger régulièrement avec nos clients et dans les phases les plus amont possibles des sujets qui pourraient apparaître. Voilà donc un mot communication. On veut développer notre business également, hein, donc on est toujours ouvert évidemment à rencontrer nos clients, ça c'est une démarche active que l'on a, mais également nos potentiels nouveaux clients pour la suite. Merci Yann. Stéphane, un mot de conclusion. Je dirais qu'il faut essayer tant que faire se peut, de profiter de cette période de calme pour repenser son activité, pour éventuellement faire évoluer les processus internes, revoir les méthodes de travail, peut-être se former sur des nouveaux outils, nouveaux éléments, nouveaux produits, nouvelles technologies. Et aussi, pour la communication, apprendre quand on est un chef d'entreprise, continuer à bien communiquer avec ses actionnaires pour être le plus transparent possible, pour s'assurer que les actionnaires investisseurs qui sont derrière sont là pour vous suivre. Merci Stéphane. Chers amis, c'est ainsi que nous allons conclure la première conférence du FIDMED Provence 2020, dont je vous rappelle qu'il est entièrement digital cette année. Vous nous suivez sur nos réseaux sociaux et ceux de Medisoft. En conclusion de cette première conférence, financement de la croissance post-Covid, point de suspension, on peut dire que nous sommes dans une crise qui ne dit pas son nom aujourd'hui, une crise qu'on a qualifiée d'asymptomatique. Je parle de la crise économique. Mais on a vu aussi avec nos intervenants que les symptômes vont arriver. Donc plus que jamais, voyez vos banquiers, voyez vos avocats, voyez vos assureurs. Plus que jamais, préparons-nous au mois qui arrive. Et peut-être que pour le FIDMED Provence 2021, nous ferons le constat que la crise sera derrière nous. Eh bien, nous l'espérons. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous dans quelques minutes, à 11h exactement, pour la seconde conférence liée aux nouveaux usages et aux nouveaux acteurs du financement de la croissance. À tout de suite. Merci.